Salut très chers abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons agriculture, nous parlons élevage, nous parlons agroforesterie, nous parlons apiculture, nous allons parler aujourd'hui d'agroécologie. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, commenter, partager, liker la vidéo en cours. Comme je disais tantôt, nous allons parler d'agroécologie aujourd'hui. Et pour parler d'agroécologie, on est allé vers l'un des meilleurs agroécologistes de sa génération, que je vais laisser le soin de présenter. Alors, Monsieur Magellan, oui. Bonjour. Merci, bonjour camarades, amis et frères, l'ingénieur d'Enfac de Metz. Okay, c'est un réel plaisir pour nous de t'accueillir aujourd'hui au sein de la ferme agroécologique de Tahank. Ouais. Voilà, déjà, en ce qui concerne ma personne, je suis Nanfak Tsafot Magellan Gabon. Je préfère particulièrement qu'on m'appelle Nanfak. Alors, je suis ingénieur assez polyvalent et pluridisciplinaire. Je me définis aujourd'hui beaucoup plus comme un expert des métiers du vivant. Et ça touche un peu de l'agriculture, de l'alimentation, de la santé et aussi des systèmes d'échange. Donc c'est un plaisir pour moi de travailler avec vous à travers DEMS Agroforestry Consulting aujourd'hui sur une thématique aussi intéressante que celle de l'agriculture écologique. Okay. Alors la question qu'on voudrait savoir aujourd'hui pour nos internautes, c'est quoi l'agroécologie concrètement? Alors le concept il est facile à comprendre lorsqu'on est dans la pratique. Oui. Mais si on prend déjà le mot tel qu'il se présente, agroécologie, on a à l'intérieur du concept agro qui fait allusion à l'agriculture et écologie qui fait allusion aux écosystèmes cultivés dans ce cas de figure-là. Donc l'agroécologie, c'est tout simplement, en termes de pratique de production, cette façon de faire de l'agriculture qui s'inspire des fonctionnalités naturelles des écosystèmes. C'est vrai qu'on va aussi voir l'agroécologie comme étant une science et fondamentalement même il s'agit de ça. C'est la science qui étudie les agroécosystèmes. C'est pour ça que quand nous revenons sur le plan pratique, on aime quand même le plus souvent parler d'agriculture écologique. Écologique. Voilà. Okay. Et là, nous sommes dans votre site. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes ici à l'ouest du Cameroun, plus précisément à Tchank. Monsieur Nanfak, il est le promoteur de la coopérative Tahank. Donc, comme il a dit, c'est un spécialiste du vivant. Et ce qui a attiré notre attention ici, c'est déjà de voir, par exemple, ce dispositif qui a été installé. Il va essayer de nous décrire si vraiment c'est ça l'agroécologie de façon pratique. Moi, quand je vois ça, je vois de l'association de cultures, je vois des fraises, des fraisiers, je vois du poireau, je vois des choux et autres là. C'est ça l'agroécologie? En pratique, c'est une modalité d'application. Donc lorsque, comme je le disais tout à l'heure, agriculture écologique, à chaque fois quand nous sommes amenés à créer et à gérer un système de production agricole, on va d'abord se replier vers la nature, observer les écosystèmes naturels et à partir de ces écosystèmes, on va tirer un ensemble de données d'informations qui vont donc nous permettre de concevoir, d'implémenter et de gérer notre système de culture. Lorsqu'on regarde la nature, l'une des choses qu'on va constater de manière assez directe, c'est qu'il y a une diversité sur tous les plans, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, sur un espace agricole donné. C'est la raison pour laquelle dans nos exploitations, nous allons aussi directement répliquer cette diversité. Et donc la création des systèmes d'association de culture, nous allons nous baser sur ce qu'on appelle les complémentarités qui existent entre les espèces pour pouvoir choisir les plantes qu'on va mettre ensemble dans la même parcelle. Ici par exemple, nous avons une culture associée de poireaux, de fraisiers, ciboules et d'une variété particulière de choux que nous appelons ici le chou de la liberté. Je vais revenir là-dessus pour expliquer pourquoi le nom et quelles sont les utilisations de cette variété. Alors là, par exemple, vous voyez, on a les fraises qui sont en train de fleurir là. De l'autre côté, on a déjà des fruits. Oui. Alors la fraise, c'est une plante herbacée qui a un port qui est très peu développé. On s'est donc rendu compte que les fraises, particulièrement pour bien pousser, ont besoin d'entrer au niveau de leurs racines en interaction avec certains types de champignons du sol qu'on appelle les champignons mycorhiziens pour créer des structures qu'on appelle les mycorhizes. Ça permet donc d'assurer une meilleure alimentation phosphatée et hydrique des plantes. Le poireau donc c'est une plante de la famille des Aliacées comme les ciboules, l'ail, l'oignon et autres
une catégorie de plantes dont la science agronomique nous prouve aujourd'hui qu'elles ont un fort potentiel mycorhizogène. Ça veut dire à chaque fois que le poireau se trouve sur un sol, ça stimule un développement assez intense des champignons mycorhiziens. Vu donc le besoin du fraisier en interaction avec ce type de champignons et le potentiel du poireau à générer les mycorhizes dans un sol, nous avons donc émis l'hypothèse qu'associer le poireau et les fraisiers sera donc une bonne chose pour pouvoir permettre la bonne croissance de ces deux plantes. Et on est effectivement en train de vivre ça ici parce que les résultats sont assez intéressants pour cette variété de fraises particulièrement qui avait des difficultés d'adaptation dans cette zone. Il s'agit ici de la variété sifflorette que beaucoup de personnes ont essayé mais ils ne parvenaient pas à la faire pousser normalement. Et grâce à cette association, nous avons vu une sifflorette bien tenir et au fur et à mesure donc qu'elle va être reproduite, on aura un génome qui va de plus en plus s'adapter à notre écosystème. Et pour finir, on aura une variété de sifflorettes bien performante dans l'agroécologie de Tchang. Alors, avec ce système-ci, y a-t-il pas des risques de compétition pour favoriser donc les attaques des ravageurs et maladies? Parce qu'on voit quand même que la densité elle est aussi assez intéressante. On a aussi même du haricot. Et à vue d'œil, je me dis que la plupart, ce sont toutes des plantes ou des cultures de la même strate, ou plus ou moins quoi, de la même strate. Oui. Y a-t-il pas des risques de compétition et de propagation des maladies? Exact. Il y a des risques de compétition, mais on gère ça avec les densités des semis et les objectifs. Par exemple, dans cette parcelle, la fraise n'est pas faite pour la production du fruit. C'est une parcelle de reproduction. Oui. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est la production des stolons. Les stolons vont être sevrés et puis mis en godet pour faire des plants de fraises sumotes. Oui. Mais dans le cas où on sera en train de faire de la production de fraises pour la culture du fraisier, pour la production des fruits, on va faire des densités un peu plus grandes. Okay. Donc les écartements seront plus importants entre les plantes. Alors en agroécologique, est-ce qu'on utilise donc des produits chimiques? En agroécologie, ce n'est pas autorisé d'utiliser les produits chimiques. Mais dans ce que nous appelons la transition agroécologique, ça veut dire qu'un producteur conventionnel est en train de redimensionner son système de production pour aller vers une production qui est écologique. Il peut faire un usage des produits chimiques, mais on va constater que d'année en année, il y a une réduction de l'utilisation. Donc il faut faire la différence entre un système de production en agroécologie et un système de production en transition agroécologique. Okay. Oui. Alors, il y a une question ou un débat à l'actualité de nos jours, on se dit, est-ce que des systèmes comme celui-ci sont des systèmes durables? Parce qu'on se dit, en Afrique, on a ce problème-là de sécurité alimentaire. On veut se battre à produire de façon intensive pour réduire la famine en Afrique et pouvoir donc assurer une certaine dépendance au niveau de l'alimentation. Est-ce que c'est un système qui peut permettre de produire de façon intensive? Oui, l'agroécologie est même fondamentalement une agriculture intensive. Parce que nous avons un principe, par exemple, à la base, c'est qu'aucun rayon de soleil ne doit toucher le sol. Oui. Et pour qu'on y arrive, il faut maximiser la couverture végétale. Autrement dit, intensifier le système de production de manière à créer ce que nous appelons une permaculture. Donc, tout le temps, on a des plantes qui poussent sur le site. Maintenant, revenons sur le potentiel de l'agroécologie à assurer la sécurité alimentaire du peuple africain. Je voudrais d'abord que nous puissions un instant rentrer dans l'histoire. Il y a une recherche assez intéressante qui a été produite par Luis Maes Diop et publiée dans la revue Ankh concernant les questions de la démographie. Selon ce travail, autour des années 1400, avant le début des razzias négriers, l'Afrique est le continent le plus peuplé du monde, avec une population estimée à plus de 800 millions d'individus. 800 millions d'individus, tous nourris de manière écologique. Aujourd'hui, nous sommes environ à 1,2-1,3 milliards. Donc la différence, elle est significative, mais vu quand même les superficies emblavées, on va comprendre qu'avant, nos ancêtres cultivaient un peu moins qu'actuellement, mais faisaient une production qui était assez diversifiée et assez intense. Nous avons utilisé un paramètre en agroforesterie qu'on appelle le ratio des terres équivalentes. En anglais, ça s'appelle le Land Equivalent Ratio. C'est-à-dire la capacité d'un système de culture associé à produire par rapport à des monocultures des plantes cultivées de manière associée. Si nous reprenons une parcelle comme celle-ci, qui a une culture associée de fraises, poireaux, choux de la liberté, haricots, et qu'on décide donc de reprendre chacune de ces cultures et de les mettre dans leur parcelle individuelle, vous allez voir qu'à la fin, il nous faudra beaucoup plus de surface pour produire la même quantité de denrées si on fait des monocultures par rapport à une culture associée. D'où un des enjeux premiers, parce que quand on parle de sécurité alimentaire,
il faut aussi voir l'aspect de la diversité. Exact. Puisque aujourd'hui, les gens disent aussi qu'ils ont envie de produire, mais ils n'ont pas accès à la terre. Exactement. Il faut aussi penser à des systèmes de production qui permettent d'avoir beaucoup de choses sur un espace limité. Maintenant, au-delà de ça, un des facteurs importants quand on parle de sécurité alimentaire, c'est la qualité de l'aliment. On est tout à fait d'accord qu'on peut avoir 2 poids, mais 2 mesures. Mesure en termes de quoi? En termes de contenu. Oui. Tout ce qui pèse la même chose ne contient pas forcément la même chose. Nous avons fait des analyses nutritionnelles sur des tomates, comparant les tomates issus des hybrides F1 et les tomates issues des variétés paysannes. Et on s'est rendu compte que les tomates issues des variétés paysannes contenaient 12 à 20 fois plus de nutriments que les tomates issues des hybrides F1. Alors on s'est dit, quand on mange, le but c'est de se nourrir, mais pas juste d'ingérer une certaine quantité d'aliments. Oui. Vous voyez comment l'agroécologie, de manière simple, va nous permettre d'avoir non pas seulement des aliments, mais surtout de la nourriture. Parce qu'il y a des nutriments à l'intérieur et sa consommation permettra à l'organisme qui est en train de les prendre d'être bien structuré et de fonctionner normalement. Ok. Là, il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est je constate là qu'il y a du charbon. Oui, du charbon de bois. Pourquoi le charbon ou quel est l'intérêt du charbon pour recouvrir la surface du sol, comme c'est le cas dans ce site? Voilà, donc comme je disais d'entrée de jeu, nous nous inspirons toujours des écosystèmes naturels. Dans une forêt, on va se rendre compte qu'il y a de la litière. C'est toute cette structure, tout cet horizon constitué de la biomasse, des cadavres d'animaux, des feuilles mortes et autres qui recouvrent permanemment les sols. Donc, premier principe, nous ne devrions jamais avoir des sols nus dans nos jardins. Nous recherchons donc tout le temps les moyens qui peuvent nous permettre de faire un paillage écologique et à moindre coût. Il y a donc ces distributrices de charbon de bois sur les marchés locaux qui à chaque fois quand elles manipulent le charbon, ça s'effrite. Et à la fin, donc, il y a cette portion-là un peu plus rendue en poudre qu'elles ne savent de quoi faire de cela. Nous avons donc identifié en cette matière un potentiel extraordinaire parce que le charbon, c'est essentiellement le carbone. Et le carbone est le constituant principal de la matière organique. C'est cette matière organique qui fait la clé de la fertilité des sols. Donc, à chaque fois dont nous partons sur le marché local, on récupère ce charbon de bois qui s'est effrité, qu'on va donc revenir, on va épandre sur nos sols. Et ça va donc jouer plusieurs rôles. Le premier rôle d'abord c'est le rôle de paillage qui va donc arriver à limiter l'évaporation de l'eau du sol, à limiter aussi le développement des herbes indésirées, parce que je préfère dire herbes indésirées mais pas mauvaises herbes parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a juste des herbes c'est ça, il y a juste des herbes que l'agriculteur ne connaît pas l'usage ou que c'est mal placé dans son contexte de production. À côté de ça maintenant, le charbon là va se décomposer. Vous pouvez rapprocher un peu la caméra, voir. Vous voyez le charbon. Quand il se décompose, vous voyez comment les racines des plantes sont en train de coloniser le milieu. On a des charbons ici qui sont plus grossiers et plus on va en profondeur, on va se rendre compte que ça devient fin. Ça veut dire que la biologie du sol est en train de travailler cette matière dans le cycle de dégradation naturelle pour en faire une forme plus stable qu'on appelle l'humus. C'est cet humus qui va se lier à l'argile que le sol contient pour former le complexe argilo-humique à travers donc un ingénieur hautement efficace qu'on appelle le ver de terre et ça va faire la première structure des sols. Donc voilà pourquoi nous avons le charbon de bois ici. Si on a d'autres alternatives comme la paille, les broyats des végétaux et tout ça, on va les appliquer. Vous voyez qu'il maîtrise vraiment son sujet. Alors là également on voit aussi un tournesol, tournesol qui a l'air assez intéressant. Alors, vous pouvez nous en dire, parce qu'il est toujours dans le même système, vous voyez que c'est vraiment un système vraiment diversifié où on produit tellement de spéculation à la fois. Exact. Alors, tout à l'heure, tu me disais que c'est un tournesol, c'est une nouvelle variété qui est assez intéressante. Exactement. Tu peux nous en dire plus? Oui, ici c'est ce que nous appelons le tournesol doux. Oui. C'est une variété de tournesol qui a une coque qui est très molle et qui peut se manger sans être décortiquée. Parce que beaucoup de gens font du tournesol, mais certains ont de fois un peu de difficultés à la consommation liées à la coque assez solide de certaines variétés, comme le tournesol zébré et autres. Là, quand nous avons détecté le tournesol doux dans nos différentes populations de tournesol qu'on avait, on a rapidement fait la sélection pour en faire un lot un peu plus homogène et donc de là reproduire et construire une population assez importante de cette variété. Donc si des gens en ont besoin, on peut vous contacter déjà? Exactement, nous produisons plus de 8 variétés de tournesol ici. Ça, c'est bien. Et tous, ce sont des semences paysannes qui sont bio, reproductibles, libres de droits et adaptatives. Ça veut dire qu'à chaque fois quand vous allez les planter dans un milieu donné, ces plantes qui sont dotées d'une intelligence naturelle très avancée vont apprendre comment fonctionne le climat et les sols de votre zone et s'adapter à cette réalité-là pour être productif. C'est la fleur du soleil. Inutile de vous rappeler que c'est également
une plante que les abeilles vraiment, Ah oui. elles en raffolent vraiment. C'est une plante qui est très appréciée par les abeilles et puis cela peut attirer davantage d'abeilles à venir dans le système agroécologique pour polliniser les plantes et augmenter ainsi le niveau de rentabilité. Alors, on va chuter avec cette question. Vous savez, de nos jours, les temps se font de plus en plus difficiles. Il y a l'inflation qui augmente sur le marché. Les gens vont bien se poser la question, est-ce que le système agroécologique est-il rentable? Ici, on parle de l'aspect financier. Est-ce que moi, on va prendre, si on est ici, là, par exemple, sur 100 mètres carrés, si je décide, par exemple, de faire du tournesol sur 100 mètres carrés en culture pure, et puis chaque fois, je fais des rotations, que ce soit du haricot, que ce soit la fraise et tout ce qu'on voit avec, et décider donc de faire plutôt un système agroécologique sur le long terme, est-ce que le niveau de rentabilité sera égal, voire plus? Est-ce que je pourrais atteindre mes objectifs en fait, financiers surtout? Voilà. Si vous êtes bien formé, vous allez atteindre vos objectifs. Parce que comme tous les modes de production, il y a en fait des rouages. Je pousse ce que vous étiez en train de dire d'entrée de jeu. Oui. Devenir agroécologiste aussi ne s'improvise pas. Il faut avoir un minimum de connaissances. Ouais. Je vous ai parlé tout à l'heure des associations de culture, c'est de la science. Ouais. Si vous n'avez pas pris le temps d'étudier, d'observer, de lire, vous n'allez pas comprendre pourquoi dans ce champ nous mettons plutôt les tournesols un pied par bac. Voilà. Vous voyez un peu, c'est de manière à créer une association qui ne crée pas de compétition. Ouais. Donc déjà, si on n'improvise pas en devenant agroécologiste et qu'on passe d'abord par un couloir de formation bien approprié, on aura les éléments de base qui vont nous permettre de comprendre les systèmes, mais surtout de pouvoir aussi les concevoir nous-mêmes. Parce que l'agriculture, c'est une science de localité, c'est une science de temps. Chacun dans le contexte de son exploitation a un système de production adapté à sa réalité qu'il doit développer pour être rentable. Maintenant, concernant le volet financier, lorsqu'on vient associer à notre travail de production un petit travail marketing, parce qu'une chose est de faire ce qui est bien, l'autre aussi de montrer que ce qu'on fait est bien. Oui. Beaucoup de gens ont des fois des très bons produits mais qui ne savent pas vanter. Exactement. Donc si l'agroécologiste sait aussi faire du marketing pour pouvoir mettre une valeur ajoutée de plus en plus importante sur ce qu'il a développé, en réalité il fait un chiffre d'affaires assez intéressant. Et c'est ce que nous avons fait ici. Je me suis installé ici en 2018. J'étais le seul employé de l'entreprise. Nous sommes aujourd'hui en janvier 2023. Donc on peut dire qu'on est à 4 ans. Alors au bout de 4 ans de travail, le personnel de l'entreprise est passé d'un employé à 12 employés. 12 employés permanents qui sont tous fiers d'être ici. Et qui travaillent comme M. Donfak Jordan que vous voyez là. Oui. Exact. Et ce qui est surtout intéressant dedans, c'est qu'il y a une certaine transmission des savoirs parce que tout est simple et basé sur des processus que tout le monde peut comprendre. Le jour où je ne suis pas disponible, M. Donfak Jordan sait bien comment organiser le travail ici. Parce que l'ordre de la nature repose sur les choses simples. Quand on fabrique le compost ici ensemble, il sait comment ça se compose. Si on fabrique un bioprotecteur polyvalent, il sait comment ça se compose. Ça veut dire le jour où je ne suis pas présent, je dis seulement, refais ce qu'on fait souvent. Or, dans une ferme conventionnelle, l'agriculteur lui-même de fois ne connaît même pas si la matière active qu'on a inscrite sur la bouteille du pesticide, c'est vraiment ce qu'il y a dedans. Exact. Si même les quantités recommandées sont aussi adaptées même pour le contexte. Donc voilà un peu, nous te disons vraiment merci. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses. Déjà, je vais vous inviter à faire quelque chose. Le promoteur de Tahank a également une chaîne YouTube. Nous vous invitons, nous allons laisser le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller vous abonner à la chaîne Tahank pour être toujours à l'actualité de l'agroécologie. Vous voyez que en dehors du fait que c'est rentable, l'aspect qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la qualité de ce qu'on consomme. Tout à fait. J'ai l'habitude de vous dire, vous voyez tous les jours, on vous dit les cancers de scie, les AVC, toutes ces maladies où on rencontre au jour le jour, c'est beaucoup plus à cause de ce que nous mangeons. Parce qu'on veut produire de façon intensive et en produisant avec tellement d'intrants chimiques. Et ces intrants chimiques, généralement, ces résidus se trouvent dans les aliments que nous consommons. D'où les maladies que nous avons après. Donc l'avantage également de l'agroécologie, c'est qu'on peut dire qu'on produit également bio. Et vous savez, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Souvent nous disons, avec les modèles conventionnels, à table au lieu de se dire bon appétit, on va désormais se dire bonne chance. Parce qu'on ne sait pas qui va s'en sortir après. Ouais, vu. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc, chers abonnés, nous vous disons merci. Nous remercions également M. Nanfak Safouet. Pareillement. On ne pouvait pas faire un tour à Tchang sans vous
présenter cela, sans vous proposer cela. Ça aussi, vous pouvez faire chez vous. Même si c'est à petite échelle, même si c'est dans votre jardin, vous pouvez créer des petits potagers comme celui-ci là, pour vous nourrir de façon biologique et vraiment diminuer également le coût, parce qu'on a parlé tantôt de l'inflation qu'il y a sur le marché. Nous tous, nous devons aller au champ. À partir d'aujourd'hui là, chaque individu ou chaque Africain doit comprendre qu'il faut aller au champ. Tout à fait. C'est là-bas que se trouve vraiment son indépendance, que ce soit financier, que ce soit alimentaire. Allons au champ. Abonnez-vous, partagez, likez la vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.